Bon, tu penses quoi des sanctions contre la Russie? Tu penses qu'elles sont efficaces? Ça devrait marcher cette affaire? Marché? Qu'est-ce que tu entends par marché? Eh ben, on sanctionne l'économie russe. Bim, il n'y a plus de sous. Bim, Poutine peut plus financer sa guerre. Financer sa guerre? Comment ça? Eh ben, faut bien payer les gens dans une guerre. Ceux qui fabriquent les chars, ceux qui sont au front. S'il n'y a plus de sous pour les payer, bah, pouf, fin de la guerre. Ouais, mais les gens en Russie sont payés en roubles. Or, le rouble est fabriqué par les banques russes, les banques privées et la banque centrale. Comment est-ce que des sanctions internationales qui ne peuvent toucher que des flux en dollars, euros, yens, etc., pourraient empêcher le financement d'une guerre qui se paie en roubles? Ah oui, exact. J'avais pas pensé à ça. Ah ouais, Poutine contrôle sa monnaie, donc il peut payer les soldats autant qu'il veut. Il suffit d'ordonner aux banques privées ou à la banque centrale de créer la monnaie. Alors, c'est toujours plus compliqué que ça, évidemment. Il faut trouver le bon mécanisme qui permette de bien faire les choses. Mais oui, au final, si les Russes sont suffisamment malins, et il n'y a pas vraiment de doute là-dessus, ils trouveront la bonne connexion de plomberie financière pour continuer de payer en roubles tous ceux qu'ils estimeront devoir payer. Les Russes contrôlent leur monnaie. Non, le vrai souci, ce sont 1. Ce que les Russes doivent acheter à l'étranger et 2. Ce que nous devons acheter aux Russes. Tu ouvrais pas un petit schéma là pour qu'on comprenne bien? C'est un peu flou quand même. Ok, regarde. Le monde reçoit des biens et des services venant de la Russie. La Russie exporte des trucs. Et, très important, le monde paie la Russie en dollars pour ça. C'est la monnaie du commerce international. Certaines transactions sont payées en euros, parfois en yens ou en yuan aussi, mais je vais simplifier et dire que tout se fait en dollars parce que c'est majoritairement le cas. Et pourquoi on doit payer forcément en dollars? C'est une relique des accords de Bretton Woods, le système de paiement international mis en place après la Seconde Guerre mondiale et qui a pris fin dans les années 70. Un jour, je t'en parlerai, mais pour le moment, revenons sur la Russie. Ok, ouais. La Russie reçoit aussi des biens et des services qui viennent du reste du monde. La Russie importe des trucs. Et donc ici, toujours pareil, la Russie paie le monde en dollars. Dollars qu'elle ne peut pas produire. Comme n'importe quel pays qui n'est pas les États-Unis, la Russie ne peut pas demander à ses banques centrales ou à ses banques privées de fabriquer des dollars. Ah ouais, mais c'est hyper pas juste ce truc. Les Américains se retrouvent vachement avantagés dans ce système. Eux, ils peuvent créer la monnaie pour importer tout ce qu'ils veulent, alors que les autres pays, ils doivent forcément exporter d'abord pour pouvoir importer ensuite. Alors, pas exactement. Les agents économiques américains, entreprises, États et particuliers, s'ils ont besoin de financement pour importer quelque chose, doivent demander des crédits à leur banque pour qu'elle crée la monnaie nécessaire. Les agents économiques non américains sont contraints de la même manière finalement. S'ils n'ont pas les fonds nécessaires, ils doivent demander des crédits aux banques américaines. Banques qui peuvent toujours refuser. Donc dans les deux cas, les agents économiques, pour leurs importations et s'ils manquent de fonds, sont soumis au bon vouloir du système financier américain. La grosse différence, forcément, c'est le contrôle de ce système financier. Le gouvernement américain peut le faire plier s'il le souhaite, alors que les gouvernements de tous les autres pays auront beaucoup plus de mal. Donc oui, si le système financier américain ne veut pas coopérer, les pays qui ne sont pas les États-Unis se retrouvent à devoir sourcer leurs dollars, nécessaires aux importations, d'une autre manière. Soit en vendant des biens et des services au reste du monde, exportation, soit en échangeant leur propre monnaie contre des dollars. Mais là, le souci, c'est que d'abord, il faut trouver quelqu'un qui veuille bien échanger avec toi, et ensuite, le prix, le taux de change auquel l'échange aura lieu est très incertain. Donc, si j'ai 100 euros, mais que j'ai besoin de dollars, et qu'une banque américaine ne veut pas me prêter, il faut que je trouve quelqu'un qui veuille de mes 100 euros, et qui possède des dollars, et ensuite, faut négocier avec lui un taux de conversion, quoi. Alors, c'est pas un taux de conversion parce que tes euros ne sont pas convertis en dollars. C'est plutôt un taux de change parce que tes euros sont échangés contre des dollars. Mais oui, il faut négocier le taux de change avec celui ou celle d'en face. Ah ok, et c'est ça du coup le rouble qui se pète la gueule. C'est une histoire de taux de change. Alors oui, mais ne brûlons pas les étapes. On va en parler un peu après. Donc, revenons-en à ce fameux schéma. La Russie exporte des trucs, elle se fait payer en dollars. La Russie importe des trucs, elle doit payer en dollars. Si jamais les revenus issus des exportations ne sont pas suffisants pour payer la facture des importations, alors la Russie peut, option 1, emprunter à des banques américaines, encore faut-il y avoir accès et qu'elles acceptent, ou option 2, voir si elle arrive à convaincre quelqu'un qui possède des dollars ou qui a accès à des dollars et de les lui échanger contre ses roubles qu'elle peut créer. Donc, nous, avec nos sanctions,
On attaque quelle partie? Premier point à bien comprendre, la seule chose vraiment importante sur ce schéma, l'objectif ultime des sanctions, c'est cette flèche-là, les importations russes. Pourquoi? Parce que c'est ça qui peut potentiellement empêcher Poutine de continuer la guerre. Si dans les importations russes, il y a des munitions, des matériaux de construction, des puces électroniques, des pièces de rechange, de la bouffe, des compétences techniques qui servent de près ou de loin à maintenir fonctionnel le bras armé de Poutine, alors le manque de ces différents biens et services pourrait l'obliger à reconsidérer son action. On peut aussi ajouter que si dans les importations il y a des biens et des services qui, s'ils venaient à manquer, affaibliraient le pouvoir politique de Poutine, alors là aussi on aurait une chance de le faire reconsidérer son action. Les dollars ou les roubles ne sont pas une fin en soi, ce sont des moyens. Les sanctions doivent viser les fins. Donc l'idée n'est pas de priver Poutine de dollars ou de roubles, l'objectif c'est de priver Poutine des biens et services nécessaires à la poursuite de la guerre en Ukraine. D'accord, et donc en s'attaquant à la tunasse, en vrai on vise les importations de biens et de services qui servent de près ou de loin à faire la guerre, ou à disons maintenir l'opinion publique à un niveau suffisant pour pouvoir continuer l'effort de guerre. Voilà, c'est ça. Mais attention, les sanctions ne sont pas que financières. On ne vise pas que la tunasse, comme tu l'as dit. Après tout, puisque le but, c'est d'empêcher les exportations vers la Russie de certains biens et services, le plus simple, c'est encore de boycotter le marché russe, de ne plus vendre aux entreprises ou à l'État russe. Ah bah oui. Mais d'ailleurs, c'est déjà en place ça, non? Oui, complètement. D'abord, on a du boycott imposé. On interdit à certains produits d'être exportés vers la Russie. L'Union européenne, les États-Unis, Taïwan, le Japon, le Royaume-Uni, tous ces pays ont fait une liste de produits critiques, majoritairement utilisés dans les secteurs de l'énergie et militaire, et ont interdit les exportations vers la Russie. Pourquoi est-ce qu'on tape aussi sur le secteur de l'énergie en Russie? Je croyais que le but c'était surtout de taper sur le militaire. D'abord parce qu'il y a une connexion évidente. La guerre, ce sont des armes qu'on transporte par les airs, la terre, la mer. Qui dit transport dit véhicule, et qui dit véhicule dit faut bien faire le plein régulièrement. Donc il faut du carburant. Et le carburant, c'est du pétrole. Voilà. Bon, la Russie est le 3e plus gros producteur mondial de pétrole derrière les États-Unis et l'Arabie Saoudite. Donc ils sont pas prêts de manquer de pétrole pour leur armée. Mais il n'empêche que les installations qui permettent d'extraire le pétrole doivent être maintenues et renouvelées. Donc, s'il est possible de contraindre ces opérations de maintenance en empêchant certaines pièces clés d'être exportées vers la Russie, peut-être que ça peut faire chier Poutine. C'est l'idée. Ensuite, niveau boycott imposé, on a aussi interdit l'exportation vers la Russie de produits de luxe, des fringues, des pompes, des trucs en cuir, des bijoux, sacs à main, vin, champagne, voitures. La liste est longue. Le but, c'est d'embêter les plus riches. On se dit que ce sont eux qui ont le plus de poids politique, le plus de pouvoir politique pour faire changer Poutine d'avis sur la guerre en Ukraine. Ouais, on est sûr de ça? Aucune idée. Est-ce que ces sanctions les impacteront réellement? Est-ce qu'ils ne trouveront pas des moyens détournés d'obtenir ce qu'ils veulent? Est-ce qu'ils en ont même quelque chose à faire? Je t'avoue que là, j'en ai absolument aucune idée. Mais bon, en tout cas, c'est en place. Ensuite, il faut aussi parler du boycott non imposé. De nombreuses entreprises internationales ont arrêté de commercer avec la Russie sans que les gouvernements ne leur demandent quoi que ce soit. Alors, on oscille de un arrêt pur et simple du business en Russie, en passant par on a légèrement diminué notre présence en Russie, et jusqu'au on n'a rien changé du tout. Tu as d'ailleurs une liste qui est updatée régulièrement des principales entreprises qui boycottent ou pas le marché russe. Je te mets ça en description. Tu vas voir que c'est pas mal foutu parce que en plus, la liste précise bien quelles mesures les entreprises prennent. Par exemple, Nestlé et Danone ont stoppé leurs investissements en Russie, mais pas leurs activités. Par contre, Decathlon, H&M ou encore Ikea ont tout arrêté. Ah ouais. Ah ok, c'est marrant, j'irai faire un tour. Mais est-ce que c'est pas logique de trouver des entreprises qui produisent des choses essentielles comme de la bouffe, qui refusent d'arrêter tout leur business avec la Russie? Après tout, le but c'est pas non plus d'affamer la population. Ils ont rien fait les civils russes. Autant ne plus leur vendre de nouvelles fringues. Bon, ok, mais on va pas les priver de bouffe. Oui, c'est un débat, c'est sûr. À quel point la population russe dépend-elle de l'étranger pour se nourrir? Je t'avoue qu'ici encore, j'en sais rien. Après, dans les entreprises qui n'ont pris aucune mesure, tu trouves du Jacques Desange et Geox, par exemple. Bon, rien d'essentiel dans du shampoing et des chaussures. Mais tu as raison, il faut évidemment regarder au cas par cas. Un autre élément important dont il faut tenir compte, c'est aussi la manière dont la privation va affecter la population russe. Est-ce que les Russes vont blâmer Poutine ou les pays étrangers?
Un boycott du marché russe par les entreprises internationales provoque-t-il un affaiblissement du pouvoir politique en place en Russie ou au contraire un renforcement? J'ai pas la réponse, mais il est certain que c'est pas évident de répondre. Ouais, c'est sûr que c'est tricky. Ça va dépendre de la propagande à laquelle les Russes ont accès, plutôt celle de Poutine ou plutôt la nôtre. Du coup, ça risque quand même d'être plutôt celle de Poutine, non? Aucune idée, c'est pas mon domaine. Autre point très intéressant, quelles que soient les marchandises que l'on vend à la Russie, pour que tout fonctionne bien, il faut pouvoir les y envoyer. Et on sait que les marchandises envoyées en Russie arrivent essentiellement par les airs et par la mer. Or, les pays occidentaux et la Russie se sont bannis les uns les autres en termes de survol de leurs espaces aériens respectifs. Donc difficile d'acheminer des marchandises par le ciel. Et les 3 plus grosses entreprises de shipping au monde, MSC, Maersk, désolé pour la prononciation, et CMA CGM, ont suspendu leurs activités de transport vers la Russie. Oh, alors ça va faire mal. Ça peut, effectivement. Bon, maintenant, parlons un peu de choses techniques. La machine de guerre russe est très complexe. On ne sait pas exactement ce dont cette machine a besoin pour fonctionner. Donc, on peut imposer un boycott pour certaines pièces et services évidents, mais pour le reste, c'est plus difficile. En plus, il pourrait y avoir un marché noir qui se mette en place. Et également, la Russie pourrait s'approvisionner ailleurs qu'auprès des pays occidentaux. La Chine, l'Inde, Israël, le Mexique, la Serbie, les Émirats arabes unis n'ont pour le moment pas sanctionné la Russie. Du coup, là, ça devient logique de s'attaquer au moyen de paiement de la Russie, le dollar. C'est pas le rouble plutôt? On parle de payer pour des importations. Tu suis ou pas? Les importations se paient en dollars. Ah oui, pardon. Autant pour moi. Ok, donc on reprend le schéma. Le dollar se trouve à 4 endroits. Premièrement, la Russie peut s'endetter auprès de banques américaines ou d'investisseurs internationaux qui possèdent des dollars. La Russie peut aussi se servir du marché des devises, le forex. Elle peut aller essayer d'échanger ses roubles contre des dollars sur ce marché. La Russie peut aussi compter sur les revenus de ses exportations. Et enfin, la Russie peut compter sur ses réserves en dollars. Ses réserves? Quelles réserves? Eh ben oui, je t'affiche ici la balance des paiements de la Russie. Cette balance montre la différence entre les exportations et les importations de biens et de services. Et c'est pour ça que ça s'appelle la balance des paiements et pas juste la balance commerciale. Ah oui, balance commerciale, balance des paiements, j'allais te poser la question justement. Eh ben oui, je m'en doutais, mais anticipé. Donc, ce qu'on voit, c'est que depuis des années, les Russes vendent plus de choses au reste du monde qu'ils n'en achètent. Donc les Russes, disons plutôt l'État russe, certaines grandes entreprises russes et des oligarques, accumulent des dollars. On parle ici d'une tirelire remplie à hauteur de 640 milliards de dollars. L'idée des sanctions financières contre la Russie, ça va donc être de trouver le moyen de couper l'accès à ces 4 sources de dollars. Premièrement, SWIFT. On les coupe du système de paiement international. Tac. Non, alors, SWIFT, c'est pas le système de paiement international. Ah non? Non, SWIFT, c'est le WhatsApp des banques. C'est un système de communication pour rendre plus facile les paiements entre les banques. Sans SWIFT, c'est plus chiant d'effectuer des paiements, mais c'est pas impossible. En plus de ça, sur les centaines de banques russes, ce sont les numéros 2, 4, 8, 9, 13, 14 et 15 qui ont été bannis de SWIFT. Ou dit autrement, 30% des banques russes, en termes de part de marché, ont été bannies de SWIFT. Ah ouais, ça laisse de la place pour continuer de faire du business quand même. Voilà, c'est un peu ça. À la fois bannir 7 banques russes de SWIFT permet d'attaquer les 4 méthodes d'accès au dollar de la Russie, parce que dans tous les cas, si tu es une entreprise russe avec un compte en dollars dans l'une de ces 7 banques, c'est maintenant beaucoup plus compliqué et long d'avoir accès à tes dollars. En plus, il semblerait que l'une de ces banques bannies de SWIFT soit celle que la Russie utilise pour ses contrats d'armement. Bon. Mais à la fois, ne bannir que cette banque, et en plus pas forcément les plus grosses, voilà. Ouais, c'est une petite claquouille quoi, c'est pas de la grosse droite dans la face. Autre sanction, bloquer l'accès à la tirelire à 640 milliards. Ce qu'il faut bien comprendre ici, c'est que les dollars, sauf si on parle de billets, ça n'existe que sur un compte en banque connecté à la Fed, la banque centrale des États-Unis. De la même manière que des euros, ça n'existe que dans une banque connectée à la BCE. Donc, si on imagine une entreprise russe qui a un compte en dollars chez Gazprom Bank, par exemple, pour que ce soit possible, il faut que Gazprom Bank ait soit un compte à la Fed, soit un compte chez JP Morgan, par exemple, qui, elle, a un compte à la Fed. Et pourquoi il faut que ce soit comme ça?
Eh bien parce que, comme on l'a déjà vu de nombreuses fois dans différentes vidéos, faire bouger de la monnaie d'une banque à l'autre, ça nécessite d'effectuer des paiements en monnaie centrale. Les banques se paient entre elles en monnaie centrale. Or, ces paiements se font par l'intermédiaire de la banque centrale qui contrôle la monnaie en question. Parce qu'il faut avoir un compte dans cette banque centrale. Donc, pas possible d'avoir des yens sans être connecté à la banque centrale japonaise, pas possible d'avoir des pounds sans être connecté à la Bank of England, pas possible d'avoir des euros sans être connecté à la BCE. Et donc... D'accord, pas possible d'avoir des dollars sans être connecté à la Fed. Du coup, on a cette fameuse tirelire à 640 milliards, peu importe qui possède ces 640 milliards, les comptes de ces institutions, entreprises ou même particuliers sont forcément connectés à la Fed d'une manière ou d'une autre. Et donc, la sanction est la suivante. Aucune banque américaine, Fed inclus, n'a le droit de traiter une transaction impliquant la Banque centrale russe, le Fonds souverain russe ou le ministre des Finances russe. Attends, la Banque centrale de Russie, elle aurait un compte à la Fed? Oui, bien sûr. Toutes les banques centrales ont des comptes les unes chez les autres. C'est le seul moyen de pouvoir manipuler des devises qui ne sont pas les leurs. Ah ouais, ok. Donc, l'idée ici, c'est qu'une grosse partie des 640 milliards appartiennent à l'État russe, principalement parce qu'il touche des royalties sur les activités d'exploitation du pétrole et du gaz. Quand une entreprise russe vend son pétrole ou son gaz en dollars à des pays étrangers, elle reverse une partie de la somme à l'État russe. Ensuite, pour ce qui nous intéresse, la Russie commande des armes à une entreprise russe, celle-ci a besoin d'acheter certaines pièces détachées à des entreprises étrangères pour honorer la commande, elle doit donc payer en dollars, et c'est l'État russe qui pioche dans ses réserves en dollars pour payer la facture en dollars. Donc si on bloque l'accès aux dollars de l'État russe, on bloque les commandes d'armes. C'est la théorie, oui. Comme on sait que l'État russe garde ses dollars dans sa banque centrale ou dans son fonds souverain, eh ben on les bloque. Comme on sait aussi que, corruption oblige, certaines transactions de type pot de vin passent ou pourraient passer par le ministre des Finances russe, on le bloque lui aussi. Et puis également, on bloque différents oligarques, à la fois pour les saouler, pour les empêcher de faire ce qu'ils veulent de leurs dollars, et aussi pour qu'ils ne puissent pas prendre la relève du ministre des Finances. Malin. Bon, mais ici encore comme pour SWIFT, même si la mesure est problématique pour l'État russe, ce n'est pas un blocage complet. Par exemple, la Banque centrale de Russie et son fonds souverain pourraient avoir une partie de leurs dollars dans une banque chinoise, par exemple, qui aurait un compte dans une banque américaine, qui elle-même aurait un compte à la Fed. Dès que les institutions que l'on souhaite sanctionner sont indirectement connectées au système financier américain, on ne sait pas qui est au bout de la chaîne. Ah mais oui. Et comme en finance, c'est quand même pas mal plutôt la règle de on fait tout passer par une myriade d'intermédiaires. Et voilà. Ensuite, les entreprises russes ont aussi des dollars, notamment celles qui exploitent et vendent le pétrole et le gaz russe, les Gazprom, Rosneft, Lukoil, Novatek, etc. Ces entreprises-là, qui sont plus ou moins contrôlées, officiellement ou non, par le Kremlin, ont toujours le droit d'utiliser leur compte en dollars. L'État russe pourrait passer par elles. Et alors, pourquoi on les bloque pas elles aussi? Eh bien pour la même raison qu'on n'exclut pas toutes les banques russes de SWIFT. On veut pouvoir payer pour les hydrocarbures russes. La Russie est le 3e producteur mondial de pétrole et le 2e producteur de gaz. Pas facile de se passer d'un tel géant pour des ressources aussi essentielles. Surtout pour le gaz, qui n'est transportable et stockable qu'au prix de grosses infrastructures bien chères et longues à construire. Infrastructures dont l'Europe manque cruellement pour se passer du gaz russe. Ouais, si on bannit complètement les banques et les entreprises russes du dollar, elles peuvent plus payer pour des biens et des services étrangers, mais nous non plus, du coup, on peut plus payer pour tout ce qui vient de la Russie. Et comme on a besoin des hydrocarbures pour faire tourner nos économies... Et voilà. Je te mets des vidéos qui parlent de cette dépendance au gaz et au pétrole russe en description si tu veux en savoir plus. Autre élément à prendre en compte, l'inflation causée par les sanctions. Ah oui, le prix de l'énergie qui grimpe, donc inflation chez nous. Alors oui, mais moi je pensais plutôt à l'inflation en Russie, parce que dépréciation du rouble. Ah oui, ok. Non mais c'est vrai que j'ai entendu parler d'inflation en Russie aussi. Ouais. C'est vrai que tout a l'air de coûter plus cher pour les Russes. C'est ça. Petite note au passage, cette inflation n'a rien à voir avec un Poutine qui utiliserait massivement la planche à billets. Voilà, la petite balayette habituelle pour ceux qui pensent que l'inflation c'est toujours de la planche à billets. Bah, c'est pas une balayette, c'est un rappel pour que les préjugés sur cette histoire d'inflation et de planche à billets évoluent. Bon, pourquoi y a-t-il de l'inflation en Russie en ce moment?
D'abord, l'inflation en Russie ne part pas de zéro. Elle était déjà autour de 10% avant le début du conflit, notamment parce qu'il y a des sanctions contre la Russie depuis 2014. Ah oui, ça c'est quand Poutine a annexé la Crimée. C'est ça. Ensuite, même s'il y a moult variables à examiner quand on parle d'inflation, nous on va se concentrer sur deux choses. Premièrement, la rareté de certains biens et services. Forcément, puisque beaucoup d'entreprises ont stoppé ou réduit leurs activités en Russie, la demande reste forte mais l'offre est quasi inexistante. Donc les prix ont largement grimpé. C'est un mécanisme de rationnement par les prix qui se met en place. Deuxièmement, la dépréciation du rouble. Quand une entreprise russe veut faire venir de l'étranger des biens et des services, elle doit payer en dollars. Si cette entreprise ne vend rien à l'étranger, elle n'a pas de revenus en dollars, elle dispose grosso modo de deux moyens pour accéder à des dollars. Numéro 1, elle peut emprunter en dollars. Problème, les sanctions américaines contraignent très largement les investisseurs qui manipulent du dollar quand il s'agit de prêter à des entreprises russes. Tous les prêts ne sont pas interdits, mais la compréhension des règles n'étant pas évidente, beaucoup d'investisseurs décident tout simplement d'éviter de prêter à des entreprises russes. Numéro 2, l'entreprise peut se pointer sur le marché d'échange et demander des dollars contre des roubles. Le truc, c'est que le marché d'échange est quand même pas mal dominé par des spéculateurs qui parient sur les taux de croissance des différents pays. Or, puisque la Russie s'est engagée dans un conflit et qu'elle doit faire face à de nombreuses sanctions, les parieurs ont misé sur la baisse de la valeur du rouble par rapport au dollar. On peut aussi imaginer que beaucoup de parieurs se sont simplement retirés du jeu à cause des sanctions, pour ne pas se retrouver à avoir effectué une transaction avec une entité non autorisée. Du coup, que l'on décide de parier contre le rouble ou de ne plus posséder de rouble, on fait la même chose. On vend du rouble pour récupérer une autre devise en échange. Beaucoup de vendeurs, donc la valeur du rouble baisse. D'accord, mais quel rapport avec l'inflation en Russie? Eh bien, si on reprend notre entreprise russe importatrice qui a besoin de dollars et qui n'arrive pas à emprunter, au lieu de dépenser 75 roubles pour obtenir 1 dollar, elle va maintenant devoir en dépenser 85. Autrement dit, si elle veut maintenir ses marges, les produits qu'elle achète, toujours 1 dollar l'unité, ne peuvent plus être vendus 75 roubles plus la marge, mais 85 roubles plus la marge, soit une inflation d'au moins 13%. Eh bien oui. Quand t'importes et que la valeur de ta devise plonge, tes coûts augmentent, donc il faut que tu montes tes prix pour conserver tes marges. Ok, mais alors du coup, en quoi est-ce que l'inflation fait mal à Poutine du coup? L'inflation ne fait pas directement mal à Poutine, elle fait mal à la population russe qui voit les prix grimper et pas forcément les salaires, qui voit les prix grimper et donc l'épargne perdre de la valeur. Alors, si j'ai 100 de côté et que le truc qui en valait 10 en vaut maintenant 20, je ne peux plus en acheter que 5. Donc, j'ai perdu du pouvoir d'achat. Sauf que là encore, c'est plus compliqué que ça. Poutine a fait passer une loi qui oblige les entreprises russes à vendre leurs dollars contre des roubles. En gros, pas le droit pour les grosses entreprises exportatrices de garder des dollars sous le coude pour la prochaine fois quand elles auront besoin d'acheter un truc à l'étranger. Non, là, on gagne des dollars, on doit immédiatement les vendre contre des roubles. Ça permet d'alimenter en dollars les entreprises importatrices et ça permet aussi d'éviter que le rouble perde trop de valeur. Autre décret de Poutine, les Européens vont devoir payer leurs factures de gaz en roubles. Ici, l'idée, c'est qu'au lieu d'avoir Europe qui paie en dollars une entreprise russe qui vend ses dollars à une autre entreprise russe qui en a besoin, on fait directement Europe qui doit vendre ses dollars à une entreprise russe qui en a besoin, Europe qui récupère des roubles, puis qui les utilise pour payer la facture de gaz. Je comprends pas là, à quoi ça sert de faire ça? Le résultat est le même, non? Eh bien, ça sert à empêcher les Européens de trop boycotter les entreprises russes. Imagine qu'on refuse de vendre quoi que ce soit aux Russes. Les entreprises européennes ne vendent plus rien en Russie. Les entreprises russes importatrices arrêtent de fonctionner. Du coup, elles arrêtent de demander des dollars contre des roubles sur le marché d'échange. Mais alors, comment l'Europe a-t-elle accès aux roubles dont elle a besoin pour payer la facture de gaz? Ah ouais, la vache! Ah là, on joue aux échecs en mode vénère, là, avec 27 coups d'avance et tout. Tant que les Européens paient en dollars, ils peuvent et acheter du gaz russe et refuser de vendre leurs biens et services aux entreprises russes. Les entreprises russes, avec des dollars, se retrouveraient sans personne en face pour échanger leurs dollars contre des roubles. Mais si les Européens doivent payer en roubles, alors il faut qu'ils choisissent. Soit ils refusent de vendre quoi que ce soit à la Russie, et dans ce cas, ils doivent aussi arrêter d'acheter du gaz, soit ils veulent absolument acheter du gaz, et dans ce cas, il faut accepter de vendre des trucs aux entreprises russes. On ne peut pas complètement les boycotter.
Ouais, eh ben, on n'est pas rendu, hein. Bon, je m'arrête là, on pourrait disserter pendant des heures sur les sanctions, leur impact potentiel, la manière de les contourner. Je t'ai pas raconté la moitié du tiers de tout ce que j'ai pu lire. À mon avis, il faut retenir 3 choses super importantes. 1. Ce qui compte vraiment, ce sont les importations russes. On veut empêcher la Russie de maintenir en état de marche sa machine de guerre. On veut éviter qu'arrivent en Russie des pièces de rechange ou des ressources indispensables à la maintenance de l'arme de guerre russe. Donc, la mesure la plus importante de toutes, c'est le boycott du marché russe, ne pas exporter en Russie. 2. La grosse difficulté du boycott, c'est que la Russie peut passer par des intermédiaires. Genre, on vend à un pays qui ne boycotte pas et qui derrière revend à la Russie. Également, la question des biens et services à double usage se pose. Affaiblir la machine de guerre russe peut aussi signifier affaiblir la population russe. Je ne dis pas que les deux sont toujours indissociables l'un de l'autre, rien n'est simple dans cette histoire, mais il faut quand même garder à l'esprit les conséquences de nos actions. 3. Le dollar étant la monnaie de paiement internationale, les sanctions qui empêchent la Russie en général, que ce soit des particuliers, des entreprises ou l'État, d'accéder au dollar, l'empêche de payer pour ses importations. Mais en réalité, plus que l'importance du dollar dans les transactions internationales, ce qui compte réellement, c'est la dépendance de l'Occident au pétrole et au gaz russe. On ne peut pas couper la Russie du système de paiement international tant qu'on a toujours des choses à lui acheter via ce système. Même en essayant de cibler les sanctions, en ne visant que les entreprises importatrices, les ingénieurs financiers russes trouveront toujours une parade. Comme cette histoire de devoir payer en roubles pour le gaz. Et forcément, cette dépendance au gaz et au pétrole russe est à lire dans un manque d'infrastructures pour faire venir le gaz d'ailleurs que de Russie, ça ok, mais surtout dans une dépendance globale de nos économies aux énergies fossiles. La meilleure manière de ne pas dépendre de la Russie, c'est de changer de mode de vie. L'Agence internationale de l'énergie a d'ailleurs sorti une petite infographie en 10 points expliquant comment réduire notre dépendance au pétrole. Les recommandations sont à base de plus de transports en commun, moins de voitures en ville, plus de trains, moins d'avions, moins de voyages d'affaires, plus de vélos et de marches en ville, etc., etc. Et pour la dépendance au gaz, on est sur du isolation des bâtiments et 1 degré de chauffage en moins, obligation pour tous les pays, coucou l'Allemagne, d'avoir des systèmes de stockage de gaz pour ne pas dépendre des pipelines qui viennent de Russie, subvention des renouvelables, etc., etc.